ravie d'accueillir aujourd'hui. Emma Save mène une thèse en littérature anglaise sous la direction d'Isabelle Gadouin à la Sorbonne Nouvelle. Son sujet de thèse porte sur le style elfique de Tolkien aux adaptations cinématographiques de Peter Jackson, en passant par le domaine de l'illustration et par d'autres médias comme les jeux vidéo ou bien sûr plus récemment par la série The Rings of Power. Elle étudie plus spécifiquement d'ailleurs la création d'une esthétique au moment de l'adaptation des écrits en film, donc à travers les décors, les costumes, bref, tout ce qui est relatif en fait à l'art filmique jusqu'à la postérité de cette esthétique dans la culture. C'est dans le cadre de ces recherches qu'elle a accepté d'être parmi nous aujourd'hui pour nous donner un avant-goût de ses travaux, en étudiant aujourd'hui la figure de l'elfe, de Tolkien à la série The Rings of Power, en travaillant sur ce sujet, création d'un être imaginaire issu d'un passé fantasmé. Je te laisse tout de suite la parole. Bien, merci beaucoup. Déjà, je m'excuse du coup pour l'absence de visuel. J'avais préparé une diapositive avec des visuels de films et de séries, etc. Mais on m'a déconseillé du coup de l'utiliser aujourd'hui puisque la vidéo sera diffusée sur YouTube et pour des questions de droit d'auteur, du coup, je n'ai pas malheureusement de visuel à vous proposer. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur. Je vais faire appel à votre imagination. Du coup, je voulais vous remercier pour cette invitation. À vrai dire, c'est ma première conférence du coup, en tant que toute jeune chercheuse. Du coup, je félicite aussi les interventions précédentes. Du coup, au vu de l'introduction très éclairante de Laura sur les conditions de production, l'intervention de William à l'instant sur l'imagerie antiquisante, etc., j'ai l'impression que les contenus, pour le coup, se complètent plutôt bien, parce que moi, je vais aborder un aspect très, très spécifique de l'univers, du coup, qui est l'elfe, donc à travers la littérature de Tolkien jusqu'aux adaptations filmiques et en série. Du coup, aux origines, l'elfe, c'est un génie de la nature qui est issu de la mythologie scandinave ou parfois une entité plutôt démoniaque quand on va chercher du côté de la mythologie anglo-saxonne du Moyen-Âge. Mais l'elfe semble avoir acquis une toute autre définition après le succès littéraire de la fantasy de Tolkien. Donc avant Tolkien, c'est parfois une créature assez négative, plutôt malfaisante, petite, qui intervient dans des moments de la vie et qui n'est pas un être comme on l'imagine aujourd'hui. Mais l'elfe aujourd'hui est devenu une figure à part entière, à vrai dire, de la fantasy et surtout du médiéval fantasy. Et du coup, avant d'aborder le motif fantastique de l'elfe dans la série, je vais aborder le cheminement du coup de cette création et surtout voir comment cet être issu de l'imaginaire s'est inscrit dans le médiévalisme de la fantasy. On va parler de sa définition du coup dans la création de Tolkien, sa mise en image, et ensuite on va aborder aussi les médias de diffusion qui sont assez nombreux quand on parle de culture geek et de culture de masse. Donc ainsi, mon premier point sera sur l'elfe en tant que motif littéraire. Donc je reviens donc à la création de la Terre de Milieu par l'auteur Tolkien, qui, en tant qu'universitaire à Oxford, spécialiste et passionné des langues comme le vieil anglais, a créé des langues imaginaires avant de créer l'univers dans lequel elles seraient parlées. Donc, c'est-à-dire cet univers, vous le savez, c'est la Terre du Milieu. Tolkien puise donc dans les mythes germaniques, anglo-saxons et nordiques. Il a créé une véritable cosmogonie de son univers en inventant des dieux, des règles magiques, etc., qui sont particulièrement développées dans le Silmarillion, publié en 1977, donc à titre posthume. Et par sa géographie, son histoire, ses langues, ses peuples et ses codes, la Terre du Milieu peut être vraiment considérée comme un univers cyclique. Et nous pouvons d'ailleurs souligner donc, les apports de Madame Anne Besson, professeure du coup qui a beaucoup œuvré dans ce domaine pour le définir en France. Donc l'univers cyclique, c'est vraiment un univers autosuffisant qui fonctionne en soi avec ses propres règles, sa propre histoire et qui est reconnaissable. Du coup, l'auteur a lui-même produit des cartes et tout un ensemble de sortes de reliques de ce monde, comme pour créer des traces de l'existence de cet univers. Ainsi, en créant la Terre du Milieu, Tolkien a créé sa propre mythologie. Des spécialistes s'accordent à dire qu'il y avait une envie chez Tolkien de créer une mythologie du coup anglo-saxonne, puisqu'il trouvait qu'elle était assez faible par rapport aux mythologies nordiques, notamment en Finlande, où il y avait vraiment une envie de revenir aux mythes du pays, etc. Donc l'univers de Tolkien n'est pas un passé, passé anglais en tant que tel, mais vraiment un univers fantastique pour autant.
Et il se base sur une époque médiévale très fantasmée, avec les armures, des peuples sans technologie, etc., contemporaine. Ainsi, le texte de Tolkien est issu de contes médiévaux, de poèmes, de textes. Il a notamment traduit Beowulf et certains événements du récit de The Lord of the Rings en sont d'ailleurs clairement inspirés. Et pour les elfes, il s'est notamment inspiré du peuple de la mythologie celtique Tuatha Dé Danann. Nous pouvons citer notamment Aurélie Brémond, qui a écrit Les Celtes en Terre du Milieu et qui est vraiment très intéressant en la matière. Et ce récit-là est rapporté par Lebor Gabála Érenn, se traduisant par le livre des conquêtes de l'Airain, datant du coup du 8e siècle. Mais Tolkien se serait référé de The Literature of the Celts de Magnus Maclean. Donc, dans la mythologie celtique, les Tuatha Dé Danann constituent un peuple vertueux, ayant vécu avant l'arrivée des hommes et proche de la nature. Ils pratiquaient la magie sous forme de druidisme. De plus, ce peuple est décrit comme le plus grand, plus fort, immortel. Cela vous rappelle peut-être quelque chose. Du coup, ce peuple, comme les elfes, est voué à disparaître avec l'ascension des hommes. Ce qui ne manque pas de rappeler l'évanouissement du peuple elfique dans le 3e âge de la Terre du Milieu. On appelle ce motif en fait des relations de reflets diminués, c'est-à-dire un peuple mythique qui vient à disparaître lors de l'arrivée d'un peuple nouveau et contemporain. Il permet d'ancrer du coup le récit dans des larges dynamiques et ainsi le renforcer. Donc, la définition avant tout littéraire de ce peuple c'est une définition très littéraire. Il y a très peu de mentions d'architecture, quelques boiseries, etc. quand on parle de Fontcombe. Il faudra attendre vraiment les premières illustrations d'artistes sur les écrits pour avoir vraiment une architecture. Donc, pour parler vraiment de la définition de Tolkien, les elfes sont des êtres fantastiques qui suscitent l'émerveillement. Ils sont pieux, il y a une dimension très religieuse autour des elfes. Ils vivent dans des lieux mythiques, on le découvre notamment à travers les yeux de Bilbon dans le Hobbit, mais les caractéristiques sont particulièrement relatées par Frodon lors de sa visite de Fontcombe ou de la Lothlorien dans Le Seigneur des Anneaux. Et le lecteur est ainsi invité à visiter un monde idyllique où le bon vivre est gardé par des frontières magiques invisibles qui repoussent le mal, où la temporalité est vraiment altérée. Il y a vraiment cette sensation qu'il n'y a pas de temporalité, pas d'heure de la journée, etc. Frodon se retrouve dans un cycle très vertueux qui va d'ailleurs réparer ses blessures. Donc les elfes sont un peuple très intelligent et doué de médecine notamment, de l'art, avec notamment l'art de la poésie, du chant, qui sont très importants dans la cosmogonie de Tolkien, puisque le chant est un moment de la création de la Terre du Milieu, et les elfes sont eux-mêmes porteurs de cet art. Et ils possèdent également un artisanat très raffiné. Ils ont des objets magiques qui peuvent distribuer aux mortels, comme par exemple les cordes magiques, les capes, quand la compagnie se rend en Lothlorien. Du coup, ainsi, malgré leur effacement, ils apportent leur aide en procurant aux personnages des soins, des conseils ou encore des objets magiques. Et ça, on le retrouve vraiment dans la mythologie celtique, dans les Tuatha Dé Danann, qui sont aussi un peuple qui vont apporter soins, aide et objets magiques, des reliques, du coup, aux mortels. Du coup, ainsi, l'elfe dans l'univers de la Terre du Milieu est décrit comme un peuple plutôt ancien et très mythique. Et à partir de là, comme je le disais, Tolkien n'a pas fait d'énormes mises en image en fait, de ce peuple. On n'a pas vraiment d'architecture, pas vraiment de costumes, etc. Il y a quelques visuels sur des cités très lointaines, etc. Mais il n'y a pas vraiment d'ancrage. Il faudra attendre du coup les premières mises en image pour avoir des visuels un peu plus précis, mais pas non plus d'accord en fait, sur la manière, le style à adopter pour décrire la Terre du Milieu. Ainsi, la mise en image du monde fantastique est merveilleuse, sans parler spécifiquement de la Terre du Milieu, mais l'illustration de fantasy, elle émerge particulièrement à l'époque contemporaine à partir du pré-raphaélisme et du merveilleux anglais du 19e siècle, où il y a une volonté de revenir à un médiéval fantasmé, donc pré-Raphaël, pré-époque moderne. Et on voit notamment à partir du Gothic Revival, du coup, cette idée de revenir à une époque gothique, du coup, près de la nature, qui serait loin de l'époque industrielle, etc. Donc, à travers le pré-raphaélisme et le merveilleux anglais, il y a vraiment
une idée d'illustrer des créatures mythologiques comme les dryades, les naïades, qui sont des esprits de la nature et qui dressent des portraits de créatures humanoïdes, souvent féminines d'ailleurs, et qu'on retrouvera plus tard du coup dans la figure de l'elfe, comme je vous le décrirai. Mais du coup, en ce qui concerne la Terre du Milieu, ou même l'essor vraiment de l'illustration de la fantasy, il faut attendre les années 60-70, du coup avec l'essor des comics et des pulps, mais également l'essor de la culture geek aux États-Unis. Un phénomène à travers lequel une génération d'illustrateurs de la Terre du Milieu s'inscrit pleinement. On peut citer notamment les frères Hildebrandt, du coup, qui ont créé pas mal d'illustrations, du coup, enfin beaucoup d'illustrations sur la Terre du Milieu et qui sont vraiment pionniers et vraiment reconnus aujourd'hui comme étant du coup pionniers du style, ainsi que Darrell Kaswitz, qui a illustré dans les calendriers Ballantines Book dans les années 80. Du coup, les illustrations évoquent pour la plupart un médiévalisme européen plutôt fantasmé, mais certaines sont plus orientalisantes. On a déjà évoqué, mais orientalisantes dans le sens plus du côté de la Chine, même du Japon. Voilà. Et les illustrateurs, donc du coup, après années 70, on va retrouver en fait l'implication du jeu de rôle en fait qui va émerger à ce moment-là, qui devient un nouveau média de diffusion. Par exemple, Angus MacBride, du coup qui a fait une série de cartes illustrées dans Middle-earth Role Playing de l'édition Iron Crown Enterprise. On peut citer aussi Rodney Matthews, qui a pour le coup lui aussi un style très orientalisant parce que la plupart de ses illustrations sur fond combre rappellent un Japon médiéval, mais paradoxalement presque futuriste par certaines ambitions architecturales. C'est-à-dire que l'architecture est placée en flanc de montagne. En effet, les toitures rappellent plutôt une architecture japonisante, mais l'étirement des ponts, etc., pourrait rappeler certaines du coup, illustrations de science-fiction qui se font dans le même temps. On peut citer, du coup, c'est un peu plus tardif dans la période, mais Tetna Smith, du coup, qui est vraiment très important dans la mise en image de Tolkien, qui pour le coup adopte un style plutôt du luminisme américain, c'est-à-dire un style très réaliste, contemplatif, de paysages très grandioses. Il y a quelques architectures elfiques de fond comble qui n'ont jamais été publiées et qui, pour le coup, je rejoins ce que disait William, rappellent étonnamment la villa romaine, à vrai dire, avec du coup des colonnes blanches, une architecture très carrée, etc. Mais voilà, ces illustrations-là n'ont pas été publiées. Ensuite, quand on parle d'illustration avant du coup les films, ce qui était immanquable d'évoquer, c'est forcément John Ho et Alan Lee, parce qu'eux-mêmes du coup participeront au projet du film. Donc comme vous avez pu remarquer dans mes descriptions, les pattes artistiques sont très diverses, qu'elles soient peut-être romaines, antiquisantes, médiévalisantes, même orientalisantes, etc. On n'a pas vraiment de manifeste attestant du coup d'une identité visuelle de la Terre du Milieu. Mais dans les styles de John Ho et Alan Lee, on va avoir déjà un élan de ce que sera la représentation visuelle dans le manifeste qu'est l'adaptation de Peter Jackson. Donc, en ce qui concerne John Ho, on voit qu'il y a, en fait, il pose les bases de l'épique et du lyrisme qu'on va retrouver du coup dans la trilogie filmique. Il met particulièrement en scène des personnages héroïques inspirés de la figure viking fantasmée à travers des paysages chaotiques, tourmentés, pour noter un travail particulier sur l'atmosphère de ces réalisations, la composition, un traitement singulier de la fumée ou de la brume. Cela rappelle vraiment l'univers de la bande dessinée qui lui-même est une sorte de média qui va petit à petit vers le film, en fait, une sorte de composition comme ça qui serait animée, qui va du coup vers, comme je disais, le média filmique. Donc John Ho déclare avoir une affection particulière pour les artistes symboliques, dont Arnold Böcklin, et leur éloignement, comme il dit, du monde dans lequel ils vivaient pour aller vers le monde invisible qui nous entoure, spirituel, émotionnel, mythologique. Et dans une illustration, The Grey Havens, de 99, il représente donc les havres gris, des bateaux elfiques partant pour les terres immortelles. L'horizon est lumineux, nimbé de brume, la promesse d'un paradis fantastique et intangible pour le commun des mortels. Toutefois, ça rappelle d'une certaine manière du coup l'île d'Avalon de la mythologie arthurienne qui est protégée par une brume magique qui limite du coup son accès aux mortels.
Du coup, on peut voir aussi quand même une influence de Frank Frazetta dans les réalisations de John Ho, notamment dans l'aspect épique et très sombre, contrasté et mouvementé de ses compositions. Mais John Ho est particulièrement concerné par le monde médiéval, comme en témoigne son adhésion à The Company of St. George, un groupe suisse formé dans les années 80, composé de membres férus d'histoire et qui organise des événements revêtant des allures de camps militaires médiévaux parfois. John Ho participa en partie d'ailleurs à l'écriture du livre The Medieval Soldier, 15 années de campagne pour recréer du coup la photographie en couleur, aux côtés de Gary Hambleton, paru en 1995 au Royaume-Uni. Et c'est ce qui a mis l'association en valeur par la médiatisation de costumes historiques médiévaux reconstitués et photographiés pour l'occasion. Cette œuvre s'inscrit dans l'émergence en fait, d'un engouement général pour la reconstitution de l'histoire médiévale en Europe. Donc les premières illustrations de Ho pour les elfes ressemblent pour le coup non pas à ce qu'on va voir finalement dans les films par la suite, mais plutôt à des châteaux forts à vrai dire, avec des murailles très épaisses. Et il dira lui-même que finalement c'est l'influence d'Alan Lee qui du coup le poussera à changer son point de vue vis-à-vis des elfes. En ce qui concerne, du coup, on va évoquer maintenant Alan Lee qui du coup, qui a eu un impact énorme, en fait, dans les décors elfiques du film, puisque c'est lui qui s'est vraiment consacré à cette partie-là des décors. Donc, lui aussi est passionné donc, de mythologie nordique et celtique, ce qui convergea, en fait, avec sa passion de Tolkien. Les deux arrivent en même temps dans la vie d'Alan Lee. Il déclare, par exemple, « J'aime l'histoire, mais j'aime aussi la fantaisie, car je vois la mythologie et le folklore comme l'histoire de l'imagination humaine, et je trouve ça aussi intéressant que la vraie histoire. » Donc il y a vraiment une idée de revenir en effet à des motifs, comme je disais, celtiques, médiévaux, etc., à revenir à une histoire, une mythologie, mais tout en s'inscrivant en fait dans l'imaginaire. Donc il a participé à des écrits mythologiques, en tant qu'illustrateur, comme par exemple la réédition en 82 de Mabon-Mignon, donc Castles de David Day en 94, Merlin Dreams de Peter Dickinson en 88. Et du coup, il a toujours des illustrations, on va dire, très médiévalisantes, notamment de femmes qui rappellent la figure qui sera plus tard de l'elfe, mais des femmes comme par exemple Viviane, et des figures qui rappellent vraiment le pré-raphaélisme, donc des cheveux très longs, lâchés, l'osmose avec la nature, un habit très relâché avec des vêtements très souples, qui en fait, chez les pré-raphaélismes, allaient à l'encontre du coup de l'habit victorien, donc d'un corps vraiment enserré dans des corsets, et qui du coup petit à petit est venu en fait être en signe d'osmose avec son environnement et donner une sorte de culture très, d'aspect très divin en fait de la figure féminine. Donc Alan Lee s'est illustré pour le coup dans l'illustration de l'édition du centenaire du Seigneur des Anneaux qui est paru en 92. C'est là où vraiment il a pu du coup montrer tous ses talents dans l'illustration de la Terre du Milieu. Ensuite, on peut noter chez Alani du coup une culture plutôt du lyrisme, avec l'utilisation notamment de l'aquarelle et du paysage qui est très profond chez lui, avec un développement de la nature et revenir à des formes voilà, très naturelles. Donc maintenant, on va passer du coup au projet de Peter Jackson, et on va aborder le médiévalisme en fait dans l'esthétique des décors des films. C'est pas très très dur puisque les films, comme je disais dans l'écrit de base, nous avons à faire quand même un environnement très médiéval avec des armures, des armes, des rois, aucune technologie même. Donc du coup, la trilogie a été tournée pour le coup d'un bloc. Elle est sortie en 2001, 2002 et 2003 pour chaque opus, donc la communauté de l'anneau, les deux tours, le retour du roi. Et je considère que ces films sont une sorte vraiment de manifeste pour le style elfique, puisqu'ici les elfes donc, avaient diverses interprétations artistiques. Il a fallu vraiment constituer une identité visuelle cohérente pour les films, puisqu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir des styles totalement différents pour un même peuple. Là, il a fallu construire une identité en sachant que dans un film, l'image est très rapide, il faut savoir identifier d'un coup à qui on a affaire, quel personnage, quel peuple, quel événement, est-ce que c'est le passé, le présent, avoir une géographie en tête, surtout
dans un monde fantastique que nous n'avons pas l'habitude de côtoyer. Ainsi, on retrouve du médiévalisme du coup dans les décors de différents peuples, hein. Par exemple, le Rohan, ça peut évoquer une culture assez viking, fantasmée bien sûr, les Celtiques, Minas Tirith, on parlait notamment de l'antique, même du néo-byzantin, etc. Mais en ce qui concerne Fontcombe, du coup, une cité elfique, on peut avoir des formes médiévalisantes explicites comme des arcs brisés gothiques, très étirés pour le coup, des chapiteaux en forme de chapiteaux de romans cisterciens, etc., avec des formes plus iconiques comme des entrelacs végétalisants formés par l'architecture et qui évoquent aussi la proximité des elfes dans la nature. Ces derniers ne manquent pas de rappeler les entrelacs en fait, des enluminures de manuscrits médiévaux comme le Sacramentaire de Drogon, un manuscrit carolingien du IXe siècle, ou de productions insulaires comme le livre de Kells, qui est daté vers 800, même si c'est approximatif, dont les entrelacs font corps avec l'architecture des illustrations. Mais là, pour les elfes, c'est vraiment l'entrelac qui forme l'architecture. Mais ce n'est pas, en fait, on parle d'architecture un peu médiévale, mais ce n'est pas une copie conforme avec l'architecture médiévale. Le but était de créer quelque chose de nouveau pour un peuple inédit, c'est-à-dire que le spectateur ne se bute pas à quelque chose, une idée déjà reçue, mais puisse créer tout un imaginaire et créer tout un imaginaire autour d'un peuple nouveau. En ce qui concerne, du coup, on a parlé donc des décors, mais il y a aussi les costumes. Ils sont inspirés pour la plupart de tenues très médiévales ou même de Renaissance, mais aussi d'une certaine manière de la vision pré-raphaélite en fait, des tenues médiévales, notamment, comme je disais, la vision du personnage féminin qui est proche de la nature, dont le corps est libéré des corsets très enserrés du coup de l'ère victorienne. Ainsi, les elfes ils portent des tenues avec de longs tissus, très fluides, avec des motifs végétaux, parfois blancs pour certaines tenues d'ailleurs, comme Galadriel et Arwen, qui sont là pour rappeler d'une certaine manière une certaine piété et la pureté des personnages. Par exemple, quand Arwen va auprès de Frodon, quand il est blessé par une lame Nazgûl, elle est en tenue, quand elle apparaît, elle est dans une tenue blanche, une longue robe blanche quand elle descend sur le cheval, et c'est une sorte de projection en fait de Frodon où il voit comme une forme originelle d'Arwen qui s'approche de lui, qui lui parle, qui fait comme une sorte de prière en lui demandant de revenir à lui. Et quand cette vision s'évanouit et qu'on voit une Arwen un peu plus active, eh bien, sa tenue change. Elle est en tenue cavalière d'un plan à un autre. Nous n'avons pas la même tenue puisque le symbole est complètement différent. Donc les armures, pour le coup, des elfes sont à l'image de l'architecture, c'est-à-dire les armures, par exemple, des hommes de la Lothlórien, des elfes de la Lothlórien, quand ils viennent dans le Rohan, ce sont des armures très végétalisantes avec des courbes sinueuses et pour le coup, très orientalisantes aussi. Et le thème musical, d'ailleurs, à ce moment-là, est très orientalisant. Donc, comme je disais, il y a le thème musical, puisque le tout, que ce soit les décors et les costumes, sont mis en valeur par une mise en scène et une musique qui œuvre pour la construction à la fois de l'épique et ainsi du lyrisme, en fait, notamment à travers le ralenti. Les elfes sont, comme on disait dans les écrits de Tolkien, ils ne répondent pas à la même temporalité que les hommes. Donc, il y a énormément de ralentis qui sont faits lors de la visite de Fontcombe, lors même de l'arrivée d'Arwen quand elle arrive vers Frodon, etc. Et cela rappelle vraiment une sorte de mysticisme, en fait, qui permettent de détacher le personnage du monde des hommes comme on l'entend. Et en ce qui concerne la musique, Howard Shore a utilisé le système du leitmotiv, du coup. Donc c'est un système qui permet de reconnaître des personnages, des lieux, etc. dans un récit. Ça a été remis au goût du jour, entre guillemets, dans les travaux contemporains, notamment sur Wagner. On disait que, du coup, Wagner utilisait des leitmotifs, ou même on peut voir dans Pierre et le Loup, c'est le cas chez Prokofiev, quand on veut insister sur l'arrivée du loup, on a un motif précis. Sur le canard dans Pierre et le Loup, pareil, on a un motif précis. Ben, dans Le Seigneur des Anneaux, Howard Shore utilise le même système. Du coup, il permet d'ancrer les elfes et les autres peuples dans des cultures très distinctes. Et le chant des elfes évoque des chants et des chœurs médiévaux qui leur donnent du coup une teinte plutôt ancestrale. Et de plus, pour parler un peu plus longuement du coup de la mise en valeur par la mise en scène, il y a vraiment l'importance de la lumière
qui est au service de la piété des elfes. Et cette lumière, elle semble émaner même des personnages, puisque c'est un système où la lumière vient de derrière. Par exemple, encore une fois, hein, c'est très parlant quand Arwen descend dans son cheval, la lumière est derrière elle. Du coup, on dirait qu'elle émane, qu'elle apporte une lumière. Idem quand Galadriel et Celeborn, du coup, descendent les marches de leur palais pour rejoindre la compagnie dans la Lothlórien. Cette lumière est vraiment très prenante, elle prend tout l'espace. Et c'est pour vraiment annoncer, du coup, la venue de personnes presque saintes, en fait. Voilà. Donc, en ce qui concerne, du coup, on a vu l'adaptation en film. Du coup, il y a l'après-trilogie du Seigneur des Anneaux, ce petit encart entre la trilogie de Peter Jackson et du coup la série. Donc, on peut voir qu'il y a déjà Weta Workshop œuvre pour vendre en fait des goodies, etc. Ils ont leur propre magasin. On voit qu'il y a des ventes de répliques d'armes, d'armures, d'anneaux et de cartes. Et c'est déjà un premier moyen en fait de diffuser ces différents styles. Par exemple, comme je disais, les armures végétalisantes, etc. Du coup, le spectateur peut les acheter, peut les posséder et donc dire, regardez, ceci est une armure de la Lothlórien. Donc c'est déjà un premier acte de diffusion par les films. On voit aussi une nouvelle génération du coup d'illustrateurs qui arrivent, notamment dans le domaine du fan art, du coup, qui se développe petit à petit. Donc le fan art, en fait, c'est le fait de dessiner, de produire quelque chose de manière picturale à partir d'un contenu déjà existant. On peut par exemple citer Jenny Dolphin dans la matière. Et aussi, il y a tout ce qui concerne le jeu vidéo. Bon, je ne citerai pas nécessairement les jeux vidéo qui sont faits à partir des films, puisqu'ils reprennent vraiment les décors et des images du film. Mais on peut voir d'autres jeux vidéo comme la série The Elder Scrolls, du coup, qui est un univers de medieval fantasy qui comporte dans son univers des elfes. Et ceux-ci sont divisés en elfes des bois, elfes noirs, hauts elfes, etc. Il y a une stylistique qui est développée aussi. Peu dans Skyrim, puisque Skyrim se base sur l'univers nordique, donc nous n'avons pas d'architecture, mais quelques armures, mais plus dans The Elder Scrolls Online, par exemple, où vraiment on peut visiter des cités elfiques. Ensuite, on peut citer World of Warcraft, bien sûr, qui comporte des elfes aussi, des elfes de la nuit, de lumière, etc. Dragon Age, et plus récemment, le dernier God of War, donc sorti en 2022, God of War Ragnarok, qui se rapproche de la mythologie nordique, avec du coup une apparence physique spécifique pour les elfes. Puisque les elfes, par exemple, n'ont pas du tout les mêmes visages que dans le Seigneur des Anneaux. C'est des êtres qui volent déjà, qui ont des armures, leur visage est masqué, etc. Mais leurs armures sont très végétalisantes. Par contre, l'architecture rappelle énormément le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. C'est une architecture qui fait corps avec la nature. Il y a de nombreux entrelacs dorés qui se déploient dans l'architecture, les ponts, etc., les parois. Et les dorures rappellent plus que jamais les enluminures de manuscrits médiévaux. Mais il y a quelques aspects assez antiques aussi chez les elfes de God of War, notamment à travers les vases et les statues chryséléphantines, c'est-à-dire en or et en ivoire, qui sont, elles, apparues en Grèce au VIe siècle. Du coup, il y a un mélange comme ça. Oui, un jeu pour les poètes, tout à fait. Toutefois, la réalisation ne manque pas de poésie puisque la lumière a un sens dans le jeu. Bon, bien sûr, il y a ce grand faisceau lumineux qui est convoité par les elfes de la nuit, enfin les elfes noirs, les elfes lumineux. Toutefois, les plans évoquent des entrées de lumière dans l'architecture, etc. Et il y a des moments très contemplatifs, à vrai dire, dans God of War. Et ainsi, dernier média, dans l'entre-deux, il y a le cosplay, qui fait également partie des médias de diffusion de la figure de l'elfe. Donc, pour rappel, le cosplay, c'est l'art du déguisement à partir de représentations visuelles de contenus culturels, que ce soit des films, des jeux vidéo. Et ces déguisements peuvent être arborés pendant des rendez-vous comme des salons geeks ou même chez soi. On peut créer un costume, le poster sur les réseaux sociaux. Donc, dans un exercice universitaire, c'est très difficile de les recenser, puisque ce sont des productions individuelles à grande échelle. Donc, il est impossible de tous les recenser. Donc, voilà. Ensuite, du coup, le dernier point de mon exposé, c'est bien sûr la série. Du coup, qu'en est-il après? Du coup, qu'en est-il après les textes, après les illustrations, après les jeux vidéo, après les films de Peter Jackson, du coup?
Comme c'était dit plus haut, hein, bien avant, il y a une filiation très évidente du coup avec l'adaptation de Peter Jackson, comme il était dit du coup précédemment. C'est John Ho qui a été désigné pour assurer la conception visuelle de la série sous la direction de Ramsey Avery. Landy se disait heureux du coup de pouvoir voir en distance du coup ce qui avait été produit sans vraiment faire corps avec la production. Donc en ce qui concerne les elfes dans la série, donc morphologiquement les elfes sont semblables à la version de Jackson. Ils sont de taille humaine, les oreilles pointues. Il y a quelques différences au niveau de la chevelure, ça a été dit notamment pour Elrond ou Arondir qui ont les cheveux très courts. Donc, dans des interviews, Ramsay Avery déclare être revenu à l'identité des peuples de la Terre du Milieu à partir de ses lectures, en évoquant la proximité des elfes avec la nature, la culture de l'Athènes, donc une culture celtique. Or, il ne semble pas y avoir vraiment de réinvention finalement de l'esthétique. Les costumes et les armures s'inscrivent vraiment dans une continuité de ce qui a été proposé dans le projet de Peter Jackson. Les armures pour, par exemple, Galadriel et ses compagnons sont en forme d'oiseaux. Certes, elles sont en métal un peu lourdes, mais finalement, on n'a pas trop de différences esthétiques. Et les décors, par exemple, de Lindon ressemblent énormément à Foncombe. C'est-à-dire qu'on a une architecture, pareil, blanche, ajourée, des arcs brisés, tirés, des entrelacs, etc. Ou parfois, pour le coup, ils appuient un peu plus dans la série. Il y a un retour un peu au Malorn, du coup, qui est décrit dans les écrits de Tolkien, comme des arbres en ayant les feuilles dorées. C'est quelque chose qui, dans les décors de Peter Jackson, ne paraissait pas tant que ça, c'est-à-dire qu'on n'avait pas, on a des grands arbres, bien sûr, pour la Lothlorien, etc. Ils arrivent, le paysage est plutôt orangé, etc. Donc, on comprend du coup le sous-entendu avec le bois doré. Mais dans la série, vraiment, Lindon, pour le coup, j'étais très étonnée, mais a des feuilles très dorées. C'est-à-dire qu'on a des plans sur le roi, donc sous des grands arbres dorés, etc. Et pour le coup, mon dernier point, c'est la lumière qui est présente aussi dans la série. On peut notamment parler du passage vers les terres immortelles sur le bateau de Galadriel et l'équipage qui doivent passer du coup par une lumière vive pour rejoindre la terre des elfes. Du coup, donc c'est pour le coup, c'est vraiment un aspect très concret en fait de la lumière. Ce n'est plus une lumière diffuse. Du coup, d'une certaine manière, on perd un peu, d'une certaine manière, la notion de peuple sacré. C'est-à-dire que pour revenir sur leur terre, ils passent en effet par une lumière, un faisceau laser, on va dire, mais la lumière n'est plus métaphorique. C'est-à-dire que les personnages elfiques sont exposés à une lumière qui est la même que pour les hommes, pour les nains, pour les hobbits, etc. C'est-à-dire que la lumière n'est plus passée derrière eux pour supposer une certaine piété, etc. Mais c'est un usage voilà, très explicite. Et de même, les elfes dans l'écriture de la série sont très semblables aux hommes, c'est-à-dire que leurs problématiques pourraient être les mêmes que les hommes. Quand Galadriel se pose des questions, c'est des questions qu'une femme-homme pourrait se poser. Il y a très peu de retour au mythe, finalement, même à la poésie, etc. Tout cet aspect de l'écriture est un peu oublié. Et de plus, ces elfes ne possèdent plus d'objets magiques. Par exemple, il y a une dague qui est évoquée, la dague du frère de Galadriel, mais elle n'a pas de spécificité magique. Il n'y a pas vraiment cette histoire de magie, d'artisanat des elfes, si ce n'est par le biais des anneaux du coup, qu'ils vont forger, où on sous-entend que voilà, ils ont quand même un artisanat qui est des ambitions au niveau de l'artisanat qui sont supposées, mais tout au long de la série, au-delà de la partie de l'anneau, on perd un peu cet aspect-là qui du coup rapprochait des Tuatha Dé Danann. Il n'y a pas non plus de ralenti qui suggère une modification de la temporalité dans les cités elfiques. Il y a peu de leitmotifs musicaux qui marquent vraiment tel ou tel endroit. En fait, comme on disait, des fois, ils sont légèrement plus orientalisants, etc. Mais c'est moins marqué que dans la version de Peter Jackson, où quand on arrive sur Foncombe, premier plan, une musique nous assène vraiment, elle nous prend aux tripes, on va dire, et elle est vraiment reconnaissable. Là, non, moins. Et du coup, Ramsay Avery déclarait qu'il ne voulait pas créer une identité visuelle de high fantasy, mais plutôt des décors à échelle humaine.
des décors vivables. Or, c'est contradictoire parce qu'au final, le rendu final de la série nous donne l'impression qu'il y a une course effrénée aux grandioses, que ce soit par la mise en scène, par des plans très 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 larges sur les cités, le gigantisme des architectures, etc. Mais pour le coup, chaque lieu est supposément épique, que ce soit une plaine hobbit, la Moria, les cités des hommes, les elfes, il n'y a pas de hiérarchisation comme ça de l'épique, alors que chez Peter Jackson, la comté, certes, était épique, mais à une certaine échelle. C'est-à-dire qu'on découvrait la comté avec un milieu très rural, etc. La Moria comme un temps ancien plongé dans l'obscurité avec une ambition des nains qui est tombée donc, voilà, dans l'obscurité, les elfes comme un havre de paix très idyllique, très lumineux, etc. Ici, chaque cité est un peu traitée de la même manière, on va dire. Il y a les mêmes lumières, il y a les plans sont assez similaires. Et c'est peut-être, c'est une supposition que je fais, mais peut-être une volonté finalement de fan service, d'émerveiller le fan en revenant dans un monde supposément connu du coup. Malgré donc la qualité visuelle, parce que les plans sont vraiment tous magnifiques, la série elle ne cherche pas vraiment à travers sa mise en scène à une réelle définition des lieux en termes esthétiques. Du coup, on peut noter que l'elfe apparaît dans d'autres genres. Hein. Il n'apparaît pas que dans le medieval fantasy, mais aussi dans des univers cyberpunk, des fois un peu futuristes. On peut avoir la figure de l'elfe comme ça. Mais c'est vraiment avec l'essor du medieval fantasy que l'elfe s'est pleinement inscrit dans sa définition, dans le genre, à travers sa dimension qui lui est propre. Du coup, que ce soit de la redéfinition de l'elfe établie par Tolkien à partir du mythe dont il s'est inspiré pour construire son récit jusqu'à sa mise en image et son exploitation à travers divers médias. Donc on a le cinéma, la série, le jeu vidéo, le jeu de rôle et le cosplay. On a vraiment une définition au fur et à mesure de l'elfe qui a priori une postérité, puisqu'on voit que dans la série, on perpétue quand même cette image de l'elfe proche de la nature, qui du coup a une architecture très végétalisante, etc. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Merci beaucoup, Emma, pour cette présentation qui brasse un corpus absolument immense. En plus de l'œuvre de Tolkien, on a effectivement des ramifications comme ça, hein, pour reprendre cette métaphore, dans de nombreuses formes artistiques, médiatiques, avec à chaque fois leur particularité. Donc, c'est intéressant de les mettre toutes en perspective. Alors, moi, j'ai pas mal de questions, mais pendant que je vois les remerciements et les applaudissements qui s'enchaînent, il y avait une question dans le chat. N'hésitez pas, hein, bien sûr, à toutes et tous à utiliser le chat pour faire remonter vos questions ou à nous faire signe pour prendre la parole, bien entendu. Et il y avait une question pour Emma de Vincent Ferré qui disait, puisqu'il est essentiel de prendre en compte l'histoire des peuples, ne faut-il pas distinguer l'image des elfes au premier âge, avec l'apparition, les exploits héroïques, et celle des elfes du troisième âge qui regardent les événements historiques se dérouler autour d'eux? Enfin, sans eux. Du coup, oui, je suis plutôt d'accord avec ça, puisqu'il y a quand même cette idée qu'on voit l'elfe, c'est vrai que ça se ressent assez même dans le Silmarillion, on a une approche moins mythique de l'elfe, puisque l'elfe, là, c'est son histoire qui est racontée. Mais toutefois, du coup, ce qui interroge, je trouve, c'est le traitement très similaire, sachant que l'elfe, dans le récit de Tolkien est quand même un enfant, sont les enfants des Ainus, du coup des divinités, etc. Même les nains aussi avaient un traitement dans la littérature donc très spécifique. Et on voit en fait dans des réalisations, par exemple d'Alan Lee, etc., que il gardait quand même lorsqu'il fait des illustrations sur le second page, etc., en fait, quand même, il y a toute une iconographie en fait qui est quand même gardée. Là, on voit en effet que, sans émettre une critique, hein, mais que les elfes sont traités comme un peuple à part entière finalement, et du coup, par exemple, leur artisanat, leur poésie, leur lyrisme, du coup, comme je disais, n'est pas mis en valeur par rapport à d'autres peuples. C'est-à-dire que si le chant, par exemple, fait partie de la cosmogonie de Tolkien en tant qu'élément de création divin,
et que les elfes sont censés s'approprier le champ, enfin même donner la parole aux arbres, etc. Ceci n'est pas, en tout cas pour l'instant, hein, mis en valeur dans la série. Et pour la question, du coup, les Eldar sont ce qu'on appelle les elfes, en fait. C'est le nom qu'ils partagent. Pour rebondir sur ce que tu disais sur le fait que les elfes en fait sont un peuple parmi d'autres dans cette représentation, est-ce que, comment toi tu interprètes dans la série justement ce choix de représentation et le fait que ma question c'est est-ce que les elfes tels qu'ils apparaissent dans en tout cas cette première saison sont toujours des figures censées susciter l'émerveillement, comme justement ce qu'on a ce qui est évoqué par Tolkien et ce qui avait été mis en avant avec ces jeux de lumière et de musique, etc., dans les films en tout cas la première trilogie de Peter Jackson. Est-ce que, selon toi, on retrouve cette volonté de susciter un émerveillement et si oui, comment ça se transmet? Mais je pense que l'émerveillement suscité est en fait dans tous les domaines. C'est-à-dire que c'est l'impression que j'ai. Mais j'ai l'impression que les elfes doivent susciter de l'émerveillement, mais comme doivent le susciter les hommes, comme doivent le susciter les nains, les hobbits, etc. Parce que par exemple, les hobbits, c'est pareil, il y a ce plan sur la plaine. Vraiment, on croit qu'on va voir quelque chose de fantastique là tout de suite. Regardez, c'est merveilleux, etc. Et j'ai l'impression qu'ils sont en quelque sorte noyés, en fait, finalement, dans cette idée du grandiose un peu constant. Même, par exemple, pour le coup, Valinor, les plans sur Valinor ne sont pas très sont pas très distincts du reste de la série, alors que ce sont censés être des terres immortelles, sacrées, etc. Il y a quelques effets un peu d'atmosphère, c'est-à-dire que quand on a Galadriel jeune, on voit quelques grains d'herbe voler, etc. Donc, on a quand même une vision un peu idyllique. On a forcément ces grands arbres qui illuminent toute la plaine et qui même vient éblouir la caméra. Mais c'est vrai que même à ce niveau-là, le sacré, etc., n'a pas la même définition que dans les images de la Lothlórien de Peter Jackson. Par exemple, dans la Lothlórien, quand on monte dans les arbres sacrés, on dirait vraiment une représentation presque des arbres de Valinor. C'est-à-dire que la lumière émane comme ça dans la scène, on ne peut pas savoir d'où elle vient, etc. Et du coup, elle est à proprement magique, en fait, finalement. C'est une émanation d'un peuple et d'une architecture, en fait, très pieux, très sain, etc. Alors que dans la série, il n'y a pas vraiment d'échelle, en fait, je trouve, de grandiose et même de magie aussi. La magie, même si c'est magique d'avoir un arbre lumineux, c'est très pratique. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont allés au plus pratique, on va dire. C'est intéressant ces conséquences d'une focalisation sur des visuels, tu l'as dit, grandioses, mais étendues à en fait presque l'ensemble des plans de la série, quelles que soient les scènes représentées, quels que soient les peuples, voilà, les personnages mis en scène, qui, au lieu de susciter un émerveillement permanent, euh, créer une forme de, je vais pas dire de lassitude, hein, parce que je pense pas qu'on puisse quand même parler de lassitude, en tout cas pas après une saison, mais qu'effectivement on perd ce décalage qu'on est censé avoir chez Tolkien dans la représentation des différents personnages. Je vais me taire un petit peu et laisser la parole aux autres parce que voilà. Avez-vous des questions, des remarques ou des commentaires à formuler pour Emma Saf pour sa première communication, je le rappelle? Alors, je vois William Blanc qui lève la main. William et Vincent. Vincent Ferré ensuite. Ah, bah, je vais laisser la parole à Vincent. Parce que Non, moi Tolkien. j'applaudissais, moi. J'applaudissais, Ah, je me suis d'accord. trompé de main. Ok. Donc, William. Ouais, non, mais c'est alors déjà merci beaucoup Emma pour cette première communication. Merci aussi d'avoir parlé d'Ancus Backbride. C'est quand même voilà, c'est bien. Vu que c'était quand même l'illustrateur du jeu de rôle, premier jeu de rôle des Terres du Milieu. Donc
il y a un truc il y a juste un truc, c'est que euh, il y a deux choses. Déjà, je pense que pour rebondir sur, alors, en effet, il y a l'aspect merveilleux de l'imagerie là. Euh, comme tu dis, c'est un peu partout, mais je pense que c'est lié, en fait, c'est là-dessus, c'est la volonté de créer du sublime, en fait, hein, au sens de l'imagerie romantique, quoi. En fait, c'est vraiment, il faut que ça, enfin, en effet, il y en a tellement au bout d'un moment que enfin, il y en a un peu trop, quoi. Et le problème, c'est qu'en fait, pour que ça fonctionne, au niveau il faut faire comme dans la trilogie, c'est-à-dire qu'il faut partir d'un point de vue d'un innocent, donc du Hobbit, en fait, voilà, donc tu vois, qui arrive dans un univers de plus en plus grand, en fait, de plus en plus grandiose, quoi. Et là, c'est pas possible parce que tout le monde connaît tout. Enfin, tu vois, à part le seul moment, en fait, où il y a un aspect qui fonctionne, entre guillemets, à mon avis, c'est quand justement ils arrivent à Numénor, et là, personne ne connaît, quoi. Et puis là, ils sont là, genre, oh! Et je pense que Numénor, ils ont mis la bête, en fait, ils ont blindé le truc, hein. Alors qu'en effet, bah, chez les elfes, genre, ouais, bon, voilà, quoi, c'est genre, c'est une forêt magique, voilà, mais merci. Voilà, donc c'est un peu, voilà, c'est peut-être ça. Et ce qui est intéressant aussi, je pense qu'ils ont voulu, et ça, c'est parce que ils ont voulu augmenter, à mon avis, j'ai failli en parler, mais j'ai pas voulu empiéter sur tes plates-bandes. Ouais, en effet, Vincent, il y a une thèse en effet en cours sur l'imagerie sublime. Merci de l'avoir rappelé, l'imagerie sublime dans la fantasy. Euh, et, euh, et en fait, à mon avis, il y a un élément sur les elfes dont j'ai pas voulu parler parce que pas pour trop empiéter sur tes plates-bandes. Euh, ce qui est marrant, c'est que par exemple, quand Galadriel, enfin son armure, c'est Jeanne d'Arc. En fait. Son armure, c'est Jeanne d'Arc. Non, non, mais l'armure qu'elle a, c'est l'armure de Jeanne d'Arc dans la peinture de. Ah, dans la peinture des années 1850, là j'ai oublié. Oh, j'ai notre mémoire. Là. Bon, enfin voilà, une peinture, voilà. Et c'est hallucinant parce qu'en fait, c'est vraiment fait. Quand elle prend le bateau, par exemple, à Numénor, c'est Jeanne d'Arc chez les Byzantins, quoi, en fait, hein. C'est Jeanne d'Arc à Rome, quoi. En fait, elle monte sur une espèce de galère romaine et elle est habillée en Jeanne d'Arc, en fait. Voilà. Donc c'est assez. Je pense que là, ce qui n'est pas le cas ces armures-là, en fait, elles ne sont pas là, en fait, hein. Donc, Jeanne d'Arc à la plage, oui, oui, si tu veux. Ce qui vu que c'est pas le cas dans la trilogie filmique, ça, ni dans le Hobbit, en fait, hein, donc, ni dans celle du Seigneur des Anneaux, ni dans le Hobbit. Et ça, c'est vraiment pour augmenter cette espèce, à mon avis, d'effet d'opposition entre l'Antiquité et le Moyen Âge, quoi. Vraiment, et même quand, à un moment, à la fin du premier épisode, quand elle et ses compagnons vont vers Valinor, ils sont tous en armure de plate et tout. Donc voilà. Et en plus, ça fait très voyage vers Avalon, hein, nettement. Et voilà. Jeanne d'Arc qui est rarement peinte en blonde. Et dans cette peinture-là, sincèrement, je vais la retrouver, hein. Ça m'agace. Là, donc, Delacroix, merci beaucoup. Voilà. Jeanne d'Arc de Delacroix. Si vous regardez la peinture de Jeanne d'Arc de Delacroix, sincèrement, on veut dire, c'est vraiment frappant en fait, hein. Vous avez quasiment la même armure que Galadriel. Avec voilà, des cheveux longs, elle avait des cheveux longs, les cheveux, elle est en mode châtain clair et tout. Donc voilà, celle-ci, est-ce que c'est celle-ci? À mon avis, non, à mon La avis. Jeanne d'Arc de Delacroix, je connais pas de Jeanne d'Arc peinte par Delacroix, Non, moi. alors je confonds. Attendez. Ah, j'ai dit une En connerie. blond, la célèbre, il y a celle de Scherer, l'entrée dans Non, Montgolfier. attends, je vais la retrouver, je vais la retrouver. Ça m'agace, donc je vais la retrouver. Je vais la Après, retrouver. il y a celle d'Ingres où elle Mais pose c'est avec Agre, c'est l'étendard. c'est Ingres, voilà. C'est Ingres où elle Voilà. pose avec l'étendard. Voilà. Bon, c'est le même. Ingres de la Croix, même chose. Voilà, donc c'est Ingres. C'est Ingres. Si vous avez là, elle pose à l'étendard, elle est dans la cathédrale au moment de la. Et en fait, c'est vraiment frappant, hein. Vraiment, c'est quand vous avez. Regardez les images de Galadriel en armure, je peux vous assurer, je trouve ça frappant. Je trouve pas là, peut-être que c'est moi qui surinterprète, hein, mais je trouve ça vraiment frappant. Voilà. Je n'avais pas cet aspect-là. Je remercie en tout Ouais, cas non, mais c'est après, tu vois, euh, c'est pas bon, peut-être que. oui. Mais c'est frappant. Maintenant que j'ai l'image sous les yeux, je suis plutôt d'accord, oui, tout à fait. Ouais. Donc, tu vois, enfin bon, là, après, c'est peut-être moi qui surinterprète, mais vraiment, il y a un aspect comme ça
Et on la voit souvent en armure comme ça. En plus, elle est dans plusieurs épisodes, elle est comme ça. Alors au début, je pense que le premier épisode, c'est vraiment pour faire voyage vers Avalon. Et puis après, voilà, après, c'est pour augmenter le contraste Antiquité, Moyen-Âge, à mon avis. Et pour faire vraiment, en plus, ça fait un peu Vierge guerrière, tout un truc, toute l'imagerie qui va avec et tout. Voilà. Bien sûr, oui. Tout à fait. D'autant qu'elle n'a pas de mari. Ça, d'ailleurs, je pense, ça c'est pareil, hein, je crois me souvenir que c'est encore une entorse parce que elle est pas censée être déjà avec Celeborn au deuxième âge. Oui, voilà. Si, dans le lore, elle est déjà avec Celeborn. Voilà. Donc, bon, et c'est pas sous-entendu à un moment donné qu'elle est, il me semble qu'elle est mariée. Je crois qu'elle le sous-entend qu'elle parle. Oui, ils s'en sont rappelés vers l'épisode 7 à peu près. Ils ont oui, dit, mais il est parti au loin au combat. Oui, voilà, c'est ça. Ils avaient mais eu une on ne voit pas le mari. Voilà. Elle passe déjà toute la saison à être menée par la quête de son frère. Si en plus on la définit par son mari, je pense qu'ils se sont dit que c'était trop, qu'il fallait éliminer un personnage. Voilà. Ils ont éliminé on ne pourrait pas jouer des sous-entendus romantiques entre elle et puis le beau gosse, la sorte d'ersatz d'Aragorn. Ah. Je ne suis pas encore modérateur de la table ronde, alors j'ai le droit de dire ce que je pense. Hein. Oui, non, mais de toute façon, même dans la table ronde, tu auras le droit de dire ce que tu penses de toute façon. Mais ce que... il a été doublé aussi Sexy Sauron régulièrement sur les forums, etc. Je trouve ça... Voilà, c'est tout un concept.